C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 112 du 14 avril 2025. Au sommaire aujourd'hui, police et communauté queer, des relations complexes. On reçoit le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre. Notre segment Transcontinent Queer explore les actualités d'un océan à l'autre. On va parler de politique, c'est dans l'air du temps. Dans Mes Shorts, une balado-diffusion qui explore les enjeux de la transidentité avec Jean-Sébastien Busque et le métier de drag queen, pas toujours de tout repos, avec l'artiste drag Ellie Well. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Police et communauté queer, des relations parfois très complexes. Stonewall, le Trox, le sexe garage, l'histoire des relations entre les communautés de la diversité sexuelle et de genre et la police est jonchée d'événements difficiles. Sans oublier les relations tendues aussi avec les communautés racisées. Entre les appels à définancer la police et ceux à assurer une meilleure sécurité des événements et des lieux de rencontre queer, notamment le village à Montréal, où se situer, où donner de la tête, nous recevons le directeur de la police de Montréal, Fadi Daguerre, pour en parler. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Chabot. Alors, c'est bien gentil d'accepter cette entrevue. J'aimerais d'abord, parce qu'on le fait à chaque fois qu'on a de nouveaux invités à l'émission, vous demander, on utilise les pronoms masculins et les accords masculins avec vous? Oui, ça va aller. Alors justement, comment évaluez-vous les relations entre le SPVM et les communautés de la diversité sexuelle et de genre? Comment je les évalue présentement? Oui, comment vous voyez ça? De mieux en mieux. Oui. Il faut dire qu'on part de loin. Je ne suis pas le genre de personne qui oublie le passé. Au contraire, j'en prends conscience et pour bâtir des liens de confiance, il faut savoir d'où on part. Il y a eu des années blessantes, des années 70, 60, 70, 80, 90. Et je vous dirais que je me suis même excusé publiquement sur les impacts que ça a eu sur les communautés LGBTQ2+. Maintenant, c'est comment on peut travailler ensemble, comment on peut regarder vers l'avant, sans oublier le passé, mais comment on peut bâtir le lien de confiance. Ma première orientation du SPVM, on a 3 orientations. Mm-hmm. La première, savez-vous, c'est quoi? Non. Se mériter le lien de confiance des populations. Wow. Le mot est important, se mériter. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais gagné. Il n'y a pas un début puis une fin. C'est une constance. Donc, se mériter, pour moi, ce que j'ai dit à mes troupes, c'est du travail au quotidien. C'est au jour le jour, on va faire des bons coups. Parfois, on va faire des moins bons coups. Comment on récupère, comment on s'excuse, en toute humilité. Une posture d'ouverture, d'humilité et comment on peut travailler à s'améliorer. Donc, c'est bien, vous avez fait vos devoirs, vous rappelez des faits. Je n'irai pas les renommer puisque vous le savez bien. Ah, il y a toute une historique. Oui. En quoi ces excuses-là, parce qu'il y a eu celles qui avaient été faites, si je me rappelle bien, par le directeur Philippe Pichet à l'époque? En 2017, oui. En quoi ces excuses-là vont jouer ou jouent-elles pour améliorer ou pour mériter cette confiance des communautés? Je pense que, premièrement, reconnaître, c'est un début. C'est surtout pas la fin. Pour moi, c'est justement, on est tributaire et de l'héritage qu'on va laisser par la suite. Ce qui est important pour moi, ce que je leur ai dit à mes troupes, c'est pas devenir chef et qu'on a atteint un objectif. C'est plutôt, une fois que vous l'êtes, maintenant, c'est le bilan. Qu'est-ce que vous faites comme héritage, exemple, dans la communauté LGBTQ2+. Alors, c'est toutes les activités, les ponts, les traits d'union, les passerelles qu'on bâtit ensemble. Chaque action qu'on met de l'avant, je veux qu'elle soit pérenne, puis je veux qu'elle soit accompagnée d'intention. Je peux vous en donner une panoplie d'exemples où présentement, nous avons plein d'activités avec la communauté qu'on n'a jamais eu auparavant. Et du coup, tranquillement, pas vite, le lien de confiance reprend, doucement, doucement, avec certaines craintes. Il y a toujours de la méfiance. Oui. Mais mon père, il me disait quand j'étais jeune, Fadi, méfiance partout, courage nulle part. Alors, ça prend un peu de courage, une posture d'humilité et d'ouverture, mais commençons par les excuses. Et une fois qu'on l'a fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, il ne faut pas juste s'excuser puis on arrête. Au contraire, il faut surtout maintenant bâtir des ponts. Puis on en fait plusieurs, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais c'est intéressant, vous avez parlé de votre père. Oui. Alors, j'ai tiré quelques extraits de votre biographie officielle. Vous êtes né de parents libanais en Côte d'Ivoire. Oui.
Vous êtes le premier chef du SPVM issu de la diversité. Vous parlez français, anglais et arabe. Vous cumulez près de 30 ans d'expériences variées au sein du milieu policier. Vous avez été même directeur du service de police de l'agglomération de Laval de 2017 en 2022. Longueuil. Pardon. Oui, c'est moi qui lis Laval et c'est écrit Longueuil sur la feuille. Là, vous allez partir des rumeurs. Là. Oui, tout à fait. Alors, avant de devenir chef de la police du corps policier de Montréal, vous avez œuvré là pendant 25 ans. Alors, comment vos origines, votre expérience de vie influence-t-elle votre vision du rôle du citoyen vis-à-vis les citoyens de la diversité sexuelle et de genre particulièrement? Je vais vous amener dans un exemple, un parallèle très clair pour moi, mais parfois c'est peut-être difficile de l'expliquer, mais je vais essayer. En Côte d'Ivoire, l'esprit de village est un esprit important. Ça prend un village pour éduquer un enfant. Ça prend un village pour apprendre. Ça prend un village pour travailler ensemble. Et souvent, je dis à mes confrères, mes consoeurs, je dis, il n'y a rien qu'on peut faire sans les populations. Justement, c'est le contraire. Dès que la méfiance, dès que le manque de confiance envers la police est installé, on n'a plus de légitimité. Alors, je leur dis souvent, peu importe avec qui vous travaillez. C'est pour ça que j'insiste sur le mot protéger, servir toutes les populations et non pas la population. Ça inclut tout le monde. Et pour moi, être capable, peut-être à cause de la Côte d'Ivoire ou du Liban, peu importe, mon père était un ancien homme de médiation. Il a étudié la Torah, il a étudié le Coran et la Bible afin de rassembler toutes les communautés religieuses autour et vraiment trouver des solutions positives pour chacun et dans le respect de chacun dans leur culture. Donc il y a quelque chose qui vient peut-être de mon papa, mais aussi de l'esprit du village. Donc la communauté LGBTQ2+, les communautés marginalisées, les plus vulnérables, les personnes dans une société plus aisée, plus pauvre, plus modérée, peu importe c'est qui. On a besoin de tout le monde pour trouver des solutions. Et comment, justement, vous y prenez-vous pour rebâtir cette confiance envers les communautés de la diversité sexuelle et de genre? Vous avez dit que vous avez plusieurs exemples. Donnez-moi-en quelques-uns. Oh, quelques-uns. Moi, ce que j'ai appris, ce qui est très important lorsque vous voulez amener un changement ou une adaptation de la culture, ce qui est très important, c'est vous pouvez toucher de manière ponctuelle certaines personnes dans l'organisation. Oui, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont des postes stratégiques qui peuvent influencer par la suite. Ça, c'est une stratégie qu'on fait. Mais ce que j'ai appris après 34 ans de métier, c'est qu'il faut retoucher le système. Je vous donne un exemple. Dès que je suis arrivé en 2022 au SPVM, tout de suite, j'ai instauré quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, le projet Immersion. Dans le projet Immersion, toutes les recrues qui rentrent dans la communauté policière sont exposés à différentes communautés, dont les LGBTQ2+. Donc, on démystifie les besoins de la communauté, on démystifie leur réalité et on adapte notre formation en conséquence. Donc, imaginez-vous, ça fait presque 3 ans que je suis avec le SPVM de retour, en presque 1000 employés qui sont rentrés comme recrues ont tous été exposés. On leur a communiqué les particularités de la communauté LGBTQ2+, ce qui n'était pas fait de manière systémique auparavant. Là, ça l'est. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple très clair, symbolique, mais important. Le drapeau de la communauté de la fierté gay est hissé devant le quartier général du SPVM. Hissé devant le quartier général. À l'année longue ou seulement pendant la fierté? Durant la période de la fierté, à 2 moments. Ah oui. On le fait au mois de mai et au mois d'août. Pour la journée, la journée de lutte contre l'homophobie, transphobie. Exactement. Ouais. Au mois de mai, puis au mois d'août, lors de la semaine de la fierté. En plus, on a rajouté une banderole, là je ne vais pas faire dire de bêtises, mais je pense que j'ai une quarantaine de mètres sur tout le long du mur du SPVM. Mais c'est jamais vu. On a même une auto présentement qui circule à différents postes de quartier avec l'effigie du drapeau de la diversité. Une auto de police. Là, je vous arrête parce que je pense toujours, parce qu'on a cette idée que dans le milieu policier, c'est un milieu assez masculin, assez macho. Comment ça passe, ce genre de... Ah ben écoutez, j'ai un peu le même préjugé, un côté plus macho, plus masculin, mais vous seriez surpris du nombre de policiers et policières appartenant à la communauté LGBTQ2+. C'est fascinant. J'allais poser la question. Ah non, mais écoutez, je ne peux pas arriver avec un pourcentage, mais on serait tous surpris du nombre de pourcentages de policiers et policières qui font partie de la communauté LGBTQ2+, d'ailleurs. Lorsqu'il est question de la fierté, de la semaine de la fierté, de la parade, du défilé et tout, combien de mes policiers ont demandé
à faire partie intégrante, à participer, à collaborer à cette semaine-là. Et dit, Monsieur Daguerre, on serait vraiment fiers d'en faire partie. J'ai même dû créer depuis quelques années un comité sur les orientations sexuelles qui relève de moi directement, afin que je puisse entendre, comprendre, saisir les enjeux de la communauté et de par la suite amener des actions sur le terrain au niveau de mes patrouilleurs. Donc, on a créé un comité de la diversité sexuelle au sein de mon cabinet de directeur, exprès pour que je puisse mieux saisir les enjeux. Donc être gay ou être lesbienne ou être de la communauté, ça fonctionne dans la police. Aucune barrière, au contraire. Écoutez, est-ce que vous en recrutez aussi ouvertement? Comment? Mais je pense que les gens, on le fait très ouvertement. On va dans les différentes communautés, puis les gens s'affichent totalement en partant. C'est beaucoup moins tabou. Et du coup, c'est pas du tout un enjeu au SPVM. Je vais vous donner un exemple. En 1980, là, je ne veux pas dire de bêtises parce que j'ai commencé en 91, mais j'étais à Ville-Saint-Laurent, puis mon sergent, il est sorti du garde-robe directement dans un article à la presse. Ah. Là, je le regarde, je dis, mais Alain, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Ah non, Fadi, je voulais le faire en grand. Une fois pour toutes, je réponds à aucune question. Et du coup, on s'est mis à jaser ensemble, à expliquer. Donc, j'ai été, en quelque part, dans le bon sens du mot, contaminé depuis les années 90 avec mon propre superviseur. Une dernière question. Une personne trans, oui, pourrait-elle bien vivre et être comme policière? J'en ai quelques-uns qui sont en transformation. Et oui, effectivement. Il y en a même, je les prends en exemple. Durant la semaine de la fierté, ils viennent faire un discours où ils sont dans la salle exprès pour expliquer leur parcours. Ils le font même avec certaines recrues. Tout à fait. Comment répondez-vous aux gens qui disent les policiers, défilé de la fierté, ils n'ont pas leur place là à cause de ce passé? Et aussi parce qu'on doit le mentionner, Black Lives Matter, on a beaucoup parlé parce que ça a été reconnu qu'il y a eu du racisme systémique à la police de Montréal. L'Office de consultation publique de Montréal l'avait reconnu et puis ça a été aussi accepté. Oui. Alors comment pensez-vous qu'un jour ça va finir par se réconcilier ou comment travaillez-vous pour que vous puissiez aller faire ce défilé-ci? Je pense que le mot se mériter, le lien de confiance, veut tout dire. Je ne pense pas que les choses arrivent du jour au lendemain. Ça se gagne. La confiance, ça se perd très rapidement. Mais ça se gagne au jour le jour. Les actions que vous posez. Présentement, nous faisons partie de la semaine de la fierté gay. Dans les kiosques, on installe des kiosques, puis on est vraiment là et visible, très accessible et très disponible. C'est vrai que mes policières qui appartiennent à la communauté LGBTQ2+, insistent, dit on veut faire partie du défilé. Et ça, c'est partout au Canada en passant. Tous les corps de policiers ils insistent. Ça, oui. Alors, je me dis, je pense que ça va être une question de temps, de timing, mais je suis convaincu qu'on se dirige vers cette solution, pas solution, mais cette résultante. Mais c'est normal, il faut prendre le pas doucement, pas trop brusquer, parce que pour toutes sortes de raisons, des blessures profondes, il y en a dont les cicatrices ne sont pas fermées, puis il faut le respecter. Mais je pense qu'on est dans un mouvement d'inclusion, et une chose que j'ai appris dans ma vie, le mouvement d'inclusion, on peut essayer de le freiner, on peut essayer de le ralentir, mais il n'arrête jamais. Et je pense qu'on se dirige vers ce mariage-là, d'être présent dans les défilés. On l'a été dans les années passées, on a perdu la confiance. Comment on la regagne doucement? J'ai encore quelques minutes. J'aimerais vous amener à parler de ce quartier emblématique qui est le Village à Montréal, qui vit des périodes très difficiles au niveau de sa sécurité. Qu'est-ce qui peut être fait? Je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Je suis sorti tout récemment dans les médias. D'ailleurs, dès le 1er mai, 2 mai, on va rajouter de la visibilité policière, énormément de visibilité policière de jour et de soir, 7 jours sur 7. Une trentaine à quarantaine de policiers sont dédiés uniquement au village et autour du village et un peu plus loin. Tout ça pour amener un sentiment de sécurité. Mais il faut aussi travailler, et à l'aspect visibilité, présence, surtout avec des trajectoires, avec des partenaires. Partenaires communautaires, ce n'est pas un enjeu juste policier, c'est un enjeu social. Comment on peut rattraper avec les partenaires communautaires? Mais nous, le côté policier, on fait énormément d'opérations policières sur les vendeurs de stupéfiants et des revendeurs. Si vous saviez le nombre d'arrestations, on ne cesse d'en faire. Malheureusement, une fois que vous en faites une, il y en a un autre vendeur qui sort 2-3 jours plus tard. Il commence à vendre. C'est comme une hydre, il y a toujours on coupe une taille, il y en a un autre qui repousse. Donc, alors, on essaye vraiment de continuer, mais il ne suffit pas juste de travailler sur la répression. On travaille autant en répression qu'en prévention. Donc, attendez-vous à nous voir extrêmement visibles cet été, je pense. Et on verra.
Vous pourrez me réinviter à l'automne. Avec plaisir. J'espère que le sentiment d'insécurité va se rétablir, puis on va pouvoir dire, ouf, on a vu une différence cet été et cet automne. J'espère que ça va être le cas. Fadi Laguerre, chef de la police. On dit chef de la police ou directeur ou les deux? Alors, ce que vous voulez. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal. C'était un plaisir de vous avoir reçu. C'est réciproque. Merci beaucoup. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Salut! Mon nom c'est Jean-Sébastien Busque. Bienvenue dans mon podcast Dans mes shorts. Le podcast qui va vous apporter beaucoup de réponses, même aux questions que vous n'osiez pas vous poser par rapport à la transidentité et la transition de genre. Ça me fait plaisir de vous avoir... Alors là, on vient d'entendre la présentation générale de ce podcast qui s'appelle Dans mes shorts. En fait, on dit balado-diffusion, podcast, une série donc sur le parcours de transition de Jean-Sébastien Busque que nous recevons à l'instant grâce à la visioconférence parce qu'on le retrouve en Beauce. Alors, bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Bonsoir à toi. Bonsoir. C'est vraiment le fun de te parler. Nous, on se voit. Ça aide beaucoup, cette visioconférence. Quelle belle invention. Alors, oui. D'abord, on pose toujours la question à nos nouveaux invités. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Le il. Le il. Très simplement. Parfait. Ben, écoute, bienvenue aussi. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire ça, mais je pense qu'on va le dire parce que tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux. Tu es papa. Est-ce que tu es papa ou comment tu gères ça? Parce que tu as un nouvel enfant, là, tu as ton deuxième. Oui, c'est mon deuxième enfant, en fait, un petit nouveau de 3 semaines. Fait que c'est un peu ce qui explique que c'est un peu plus compliqué pour moi de me rendre à Montréal cette semaine, là. J'ai un petit tout neuf, tout frais à la maison. Bon, ça s'est bien passé? Oui, dans l'ensemble. Il est arrivé un peu plus tôt que prévu, fait qu'une petite surprise, mais c'est parfait. Il a déjà décidé de faire son apparition quand ça lui plaisait. Il a décidé, je sors maintenant. Alors donc, tu as deux enfants, et je reviens là-dessus, Jean-Sébastien. Tu es une personne trans, puisque c'est un peu le pourquoi de cet entretien. Alors, Oui. comment tu te présentes à tes enfants? Papa, comment tu le fais? Moi, en fait, on l'a annoncé à ma fille, ben, comme tout le reste, tu sais, très franchement, très transparent. On a toujours eu ce mode parental-là avec ma fille. Parce que tu as fait ta Donc, transition et ta fille était déjà au monde, là. oui, ma fille avait, je perds un petit peu le fil du temps, là, mais 6 ans à peu près. Oui, Fait qu'elle a vécu 6 ans avec deux mamans. oui. Puis un soir, on l'a assis sur le divan, puis j'ai juste comme expliqué que je vivais pas dans le bon corps, puis tu sais, avec des mots très simples, très enfant de 6 ans. Puis depuis, ben le papa est arrivé, là, je dirais, peut-être il y a eu comme 1 mois, 2 mois de transition, ou des fois elle l'échappe, mais c'est vraiment de plus en plus rare, là. Fait que pour elle, ça l'a rentré. On dirait qu'elle ressentait que c'était plus naturel, en fait. Ben, Aussi que... je te remercie d'être ouvert et d'en parler comme ça parce que c'est quand même intéressant et important là, quand on vit ces situations-là parce que d'autres personnes vont peut-être le vivre aussi puis de savoir comment on gère ça. Oui. Je reviens donc à ta série de balado-diffusion. Tu racontes ton parcours, les hauts et les bas. Et ça commence évidemment par le point tournant de ta transition. Toi, c'est quoi le point tournant qui t'a amené? Je le sais, là, mais je vais te le laisser le raconter. Ben, en fait, tu sais, je le raconte un peu dans mes épisodes, mais grosso modo, j'ai perdu mes deux parents et un beau-parent en l'espace de vraiment pas longtemps. Tu sais, j'ai été confronté au deuil, j'ai eu un burn-out professionnel. Tu sais, fait qu'il y a une période qui a été super noire dans ma vie. Puis après ça, disons, pendant que j'étais dans ma pente remontante, il y a quelqu'un qui m'a simplement posé la question, ça se peut-tu que tu sois pas dans le bon corps? Et puis, tu sais, comme super simple comme question, là. Ben, je me l'étais juste jamais posé en 36 ans de vie, là. Puis, tu sais, c'est pas que j'ai pas côtoyé des gens de la transidentité. Tu sais, j'ai habité Montréal, j'étais dans le village, j'ai été impliqué dans des organisations, ça m'a juste jamais traversé l'esprit. Fait que moi, ça a été mon gros point tournant. La question est arrivée chez nous. C'est quelque chose que j'ai rien voulu entendre. J'ai foutu ça en dessous d'un oreiller. Ouais. Puis j'ai dit, on n'en parle pas. Tu me permets, je vais t'interrompre parce que pour beaucoup de personnes trans, cette question-là, elles ne l'aiment pas, cette question-là, parce que elles vont dire, ben, je suis venu au monde dans le bon corps, c'est juste qu'il y avait des petits ajustements à gérer. Toi, tu vis bien avec cette question-là? Ben, tu sais, le processus d'acceptation n'est pas nécessairement simple. Moi, comme je vous dis au C'est pas le monde, là, même pour tout c'est le monde non plus, c'est ça. non, puis Ouais. tu fais pas ça par plaisir. Tu sais, moi, Mhm. dernièrement, je le comparais à des gens en disant, c'est comme la chimiothérapie pour moi. Oh, Tu sais, en fait, quand tu apprends que tu as le cancer, tu fais une chimiothérapie, il n'y a personne qui saute de joie à l'idée de faire ça.
mais tu fais, c'est ça que ça prend pour sauver ma vie, tu sais. Fait que je te dirais, moi, j'ai eu beaucoup de moments avec moi à refuser. Je refusais de regarder la question. Ouais. Quand je te dis, je l'enfouis en dessous de l'oreiller, c'était vraiment ce que j'ai fait. Puis là, ça revenait. Puis tu sais, j'avais tout le temps des épisodes très noirs. Puis là, ma conjointe me disait, là, tu vas-tu y aller, l'explorer, là? Tu sais, elle, Ouais. on dirait que le jour 1, elle a compris que c'était ça, là. Puis ça faisait des années qu'on était ensemble. Fait que, elle me disait, vas-tu aller le voir, là? Tu sais, tant que tu creuseras pas la question, on dirait que c'est comme ça va être une roche qui va revenir sur l'eau, là. Tu sais, tu vas-tu y aller? Alors, comment ta conjointe, là, c'est vraiment assez étonnant, vous étiez en couple, deux femmes. Oui. Comment ta conjointe a réagi quand tu lui annonces, ben là, oui, justement, je vais l'explorer, cette question-là. Hey, c'est super drôle. J'essaie de la convaincre de faire un épisode de plus avec moi, là. Ah L'épisode oui. manquant dans ma série, c'est ma Ce conjointe serait parce le que c'est fun de vraiment la l'entendre, question que j'ai effectivement. beaucoup. Je l'encourage grandement si elle Euh, écoute cette entrevue à le faire. OK. ma conjointe je l'appelle ma bébite rare parce Mhm. qu'elle n'a pas eu peur de la question, elle m'a pitché dans la gueule du loup. Ah Tu sais, ma oui. conjointe a pris le rendez-vous pour moi chez Gris Chaudière-Appalaches en disant, il y a du jumelage, je vais jaser avec quelqu'un. Tu sais, comme, vas-y. Euh, Quand je suis revenu à la maison, puis j'ai fait, ouais, c'est ça la réponse. Tu sais, pour elle, elle a vu comment ça l'a débloqué des clés pour moi, comment ça l'a fait du sens, comment ça l'expliquait beaucoup de dynamiques qu'on avait. Puis, tu sais, on dirait qu'après ça, elle, c'est son ouverture. Je te dirais que le bout qui l'a étonnamment le plus accroché, c'était l'idée de revenir dans la catégorie straight. Pour elle, là, tu sais, c'était une fervente défendresse, je te dirais, des droits gays et lesbiennes, plus que moi. Elle a tout le temps été extrêmement militante. Elle était présidente du comité du temps qu'elle était au Cégep du Vieux-Montréal, tu sais, très je suis dans le char de parade. Mhm. Elle, l'idée de retourner dans la case anonyme, c'était comme, ben là, je perds mes étiquettes. Tu sais, je perds une partie de moi. Mhm. Fait que je te dirais que c'est beaucoup ça qu'on a navigué, plus que elle, son acceptation avec moi. Puis, tu sais, encore récemment, je l'agaçais en disant, ça te dérange pas un poilu dans ton lit maintenant au lieu d'une fille, tu sais, comme... Puis elle, on dirait que c'est comme non, tu sais, c'est la personne que j'aime, puis ça s'arrête là. Pas plus compliqué que ça, tu sais. Fait que je le dis, elle est comme ma bébite rare C'était qui est pas tellement un partie en beau couple. témoignage, effectivement. Ça ferait un bon épisode pour ta balado-diffusion. Euh, Ah ouais. Tu parles dans un épisode, tu as fait un épisode assez intense sur le coming out, parce que toi, tu en as fait plusieurs. En fait, on en fait tous plusieurs dans nos vies, Oui, mais d'abord comme femme lesbienne. oui. Puis ça n'a pas toujours bien passé, ça, là. Non, celui-là, j'ai dit, il était un peu rock'n'roll. Tu sais, il était il y a 20 ans, j'ai toujours habité, ben, pas j'ai toujours habité en Beauce, mais à ce moment-là, j'habitais en Beauce encore. C'était très fermé, j'avais des gens autour de moi très religieux, j'avais des gens de la fermeture d'esprit. Ça a été, ça a mal passé. Je vais le dire de même, là, ça a passé carré. Autant j'ai des gens qui ont accepté, autant que j'ai vraiment eu des gros, je sais pas le terme français, mais pushback, là. Oui. Dans celui-là. Fait que quand je suis arrivé à la deuxième fois, j'ai dit là, j'ai une deuxième chance de bien faire les choses, on va s'y prendre autrement. Euh, Puis je pense que j'avais comme une assurance différente, ayant perdu tellement de choses autour de moi, tellement de gens autour de moi. Je suis beaucoup plus arrivé dans mon deuxième coming out avec un ben si ça te dérange puis tu m'aimes pas, garde, on va juste arrêter de se parler, puis c'est pas plus grave que ça, là. Il y a d'autres millions d'habitants sur la planète, là. Donc, le deuxième coming out, qui était en tant que personne trans, ça s'est bien passé. Est-ce que parce que tu racontes dans l'épisode que tu as perdu des amis lorsque tu as fait ton coming out en tant que Oui. femme lesbienne. En tant que comme trans, comment ça s'est passé? Ben, j'ai eu beaucoup moins de réactions. Moi, je te dirais. On dirait que ça venait moins frapper les mœurs religieuses ou Ouais. de jugement de voisinage que la première fois. Et en même temps, comme je l'expliquais un peu, ceux qui me connaissent bien n'ont pas été surpris. Ils ont été surpris du courage que j'ai eu de le faire. Puis, tu sais, tout ce que ça implique, mais que je dise quand tu me connais un minimum en disant, hey, je suis pas dans le bon sexe, pas dans le bon genre, là, ils disaient, ah ouais, ça fait du sens, là. Tu sais, c'est. Écoute, tu me permets, et c'est pas un jugement sur la Beauce, mais c'est quand même une région qui, bon, on pourrait le dire sur le plan politique, vote très à droite Oui. et ouais, on peut s'entendre puis croire que c'est peut-être un milieu plus difficile quand on est une personne de la diversité. Comment tu vis ça avec dans ta région? Moi, je le vis. J'ai pas encore trouvé le terme, mais je le vis à 100 à l'heure. Tu sais, OK. présentement, là, moi, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai rien à perdre et j'assume totalement qui je suis. Donc, encore ce matin, on était dans un rendez-vous de médecin. Ben, est en train de me demander mes génétiques pour mon bébé. Ben, on a sorti la réponse. Puis, tu sais, moi, je le sors tout de suite en partant. Puis, bien souvent, quand les gens sont en avant de moi, ils,
ils finissent par l'accepter. Tu sais, ils font comme, ah, tu m'as eu, je pensais pas que tu étais une fille avant. Tu sais, il y a comme un. Fait que vu que j'y vais très franc jeu, souvent le malaise est plus sur eux que sur moi. Ouais. Et tu sais, présentement, on vit notre vie. Je suis trop ouvert sur les réseaux, donc mes voisins sont au courant. Puis tu sais, j'ai pas eu rien de grand scandale, même si je sais qu'on est dans un milieu plus conservateur. Étonnamment, je pensais perdre complètement des anciens clients, d'avoir des gens qui, parce que j'étais quand même un peu connu dans les entreprises, je me disais, ça va donner quoi? Puis finalement, j'ai des anciens clients qui sont venus me voir. Il y en a que j'entends plus parler. Fait que je me dis, eux autres, je dois les déranger, puis ça se termine là, puis c'est correct. Puis tu sais, on n'est pas plus mauvais voisins là-dedans, là. Tu parles avec une telle candeur et ça s'entend aussi dans ta série de balados. Et puis je trouve intéressant le titre dans mes shorts parce que tu sais que c'est une question que beaucoup de personnes trans n'aiment pas se faire poser. Ah oui. Tu le sais laquelle question. Mais Oui. toi, t'en parles ouvertement. Pourquoi tu as choisi ça? Parce que moi, j'en suis pas revenu à quel point tout tournait autour de ça. Parce que les gens m'ont scié quand je l'annonçais, puis c'était tout de suite la question que j'avais. Puis même mon entourage disait, tu sais, je parle de toi à des amis, puis c'est tout de suite la question que je me fais poser. Ah ouais. Et là, je cherchais le nom d'un balado et à un moment donné, cette idée-là sort, puis je fais, mais c'est tellement ça, parce que dans le fond, c'est ma vie dans mes shirts. Mais on peut-tu en parler pour de vrai de ce qui se trouve, puis tu sais, comme passer à un autre sujet, parce que c'est pas juste ça, la transidentité, c'est vraiment pas juste ça, tu sais. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent justement à la partie plus génétique, que pas génétique, mais génitale, pardon, des choses. Génital, Mais oui, oui, oui. ben, les deux, mais tu sais, très génital, oui. Là, c'est toi tantôt qui m'as mêlé. Écoute, ta balado, on peut trouver ça où, quand, comment? Balado, elle est sur Spotify, elle est sur Apple Balados et Amazon Music aussi. Je fais de temps en temps des petits posts sur mes réseaux sociaux, mais c'est disponible sur toutes ces plateformes-là. Et c'est une écoute assez, c'est sur le ton de la confidence, c'est beaucoup toi qui te livres dans ces différents épisodes. Et oui, on en apprend des choses, puis c'est le fun parce que tu abordes toutes ces questions-là avec fraîcheur, avec candeur, et c'est clair que nous, on le recommande aussi. Donc, dans mes shorts avec Jean-Sébastien Bus, qu'on a rejoint en Beauce. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Sébastien. Ben, ça fait un grand plaisir. Merci à toi et à toute ton Merci. équipe. À très bientôt. Une bonne soirée. Au revoir. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Et puis en deuxième partie, Transcontinent Queer, un regard sur les actualités queer du Canada francophone. Et on va parler de la scène drague qui, même si elle s'est démocratisée, demeure parfois difficile, surtout pour les personnes marginalisées. Comment Transcontinent Queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada. Alors, notre regard sur les actualités queer d'un bout à l'autre du Canada. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur la Nouvelle-Écosse parce que nos invités, pour un petit problème, ne sont pas là. Alors, on va commencer avec Dan Robichaud, qu'on rejoint à Clare, en Nouvelle-Écosse. Salut, Dan! Bonjour Denis Martin, et comme que je suis à peu près la pire personne pour demander à être tout seul sur un panel, j'espère qu'ils vont se rejoindre. Ben non, tu vas bien faire ça, j'en suis certain. Alors, écoute, on va commencer par dire, on s'était dit depuis le début de la campagne électorale que les actualités, les enjeux queer ou LGBTQIA+, n'étaient pas vraiment, n'étaient pas dans l'air, on n'en parlait pas. Or, hein, on va tout le monde mordre nos langues parce que, ben écoute, en plein rallye à Calgary, en Alberta, Mark Carney, le chef libéral, a répondu devant à peu près 1000 personnes rassemblées là, pour ça à une question d'un journaliste de la presse canadienne, à savoir c'était quoi sa position sur les enjeux sur les personnes queer et trans. Il a déclaré que ces droits sont fondamentaux. Il a dit ça en Alberta, la province de Daniel Smith. Et bon, même si c'était à Clare, tu sais que on peut quand même parler de Daniel Smith comme étant la première ministre la moins pro-trans, hein, du moins. Ben, il y a une chose qui est intéressante.
ici dans ma circonscription, même si on parle du Canada central et du Ouest, mais dans ma circonscription, il y a une madame qui s'appelle Debbie McMahon qui a posé la même question aux candidats libéraux et conservateurs. Et il en va qu'il y a juste les libéraux qui lui ont répondu. Et ça, c'est devenu un post sur Facebook à peu près viral. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une réaction semblable, même à des 1000 kilomètres de distance. Ouais, ben, il faut dire quand même, Dan, que à la défense là, de certains partis, le NPD et le Bloc québécois, c'est des partis qui traditionnellement ont été très ouverts sur les questions queer. Mais disons que dans cette campagne, il y a très peu de personnes qui en parlent. C'est la première fois qu'un chef avait abordé la question. Euh, J'en parle parce qu'on sait que Daniel Smith a passé des lois assez répressives, en fait, probablement les plus répressives au pays, au sujet bon, des jeunes personnes trans, surtout, hein, les bloqueurs d'hormones qu'ils ne peuvent pas avoir avant d'avoir un certain âge. Alors, comment toi, tu vois ça que M. Carney soit allé? Ben justement, je vais t'enlever de la sellette. Roseva, qui est à Edmonton, vient de se joindre à nous. Salut, Roseva. Oui, salut, bonjour. Écoute, je posais la question la semaine dernière, donc Mark Carney, qui décide pour la première fois de parler des questions queer et de dire que ce sont des questions fondamentales, des droits fondamentaux qu'on doit respecter. Il a choisi de le dire en Alberta. Tu trouves ça significatif, toi? Oui, oui, très intéressant. On dirait ça va avec, um, on est comme au centre de l'hypocrisie où est-ce que les gens disent, ah oui, les enjeux queer, c'est tellement important. Danielle Smith, quand elle a annoncé ses lois très anti-trans, elle a dit, ah, c'est pour le bien des personnes trans. Et maintenant, Mark Carney qui dit, ah oui, on est vraiment pro les personnes queer, mais on sait que historiquement, le Parti conservateur, même s'ils disent que oui, c'est important pour nous, je pense qu'on va voir qu'avec la législation qui propose que c'est pas des choses qui vont protéger les personnes queer. Alors, je pense que Daniel Smith, puis c'est ça, Carney, je pense que c'est de la même des personnes droites qui veulent Mais sembler comme tu qui ils penses que le sont. chef libéral est anti-queer parce Oh, qu'après... oh, deux, excuse, Ouais. je T'as mêlé mets avec Poilievre, je crois. Poliev. Ouais. Oh, maudit, excuse. J'ai vraiment pas bien compris. Mark Carney, oui, Mark Carney, les libérales, c'est ça qui est bien parce que surtout que les personnes, tu sais, les libéraux, les enjeux queer, on parle tellement des autres choses de, tu sais, les tarifs, les choses des États-Unis, qu'on parle moins des droits LGBT. Alors, le fait que Mark Carney en parle, c'est vraiment important. Alors, Puis il en a et le parlé fait à Edmonton. Je pense qu'il y a un message qu'il envoyait à Mme Smith là-dessus aussi. Parce que Mhm. on sait que la chef, en fait, la première ministre d'Alberta songe même à évoquer la clause dérogatoire de la Constitution pour faire avancer son projet de loi. Je voudrais vous amener tout le monde parce que il y a quand même des candidats queer qui se présentent. Je sais qu'en Alberta, il y avait l'ancien ministre Andy Boissonnault, lui, qui ne va pas se représenter, qui était en plus d'être queer, était francophone de l'Alberta. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures à surveiller dans ton coin, Roseva? Oui, donc il y a quelqu'un qui est vraiment fantastique, Two Spirit, Oui. dans Edmonton, Greaseball, qu'on aime beaucoup. Il se Alors, présente pour quel parti? pour le parti NPD, OK. Blake Desjarlais. Alors, je sais, c'est un beau nom francophone. Moi aussi, je me dis, oh, Desjarlais, est-ce que c'est un francophone? Malheureusement, il n'est pas francophone, mais en tant que personne, Two Spirit Queer, il est très super bon représentant. Alors, on est vraiment content qu'il est là pour s'afficher. Dans ton coin, en Atlantique, mon cher Dan, est-ce qu'il y a des candidatures à surveiller, des candidatures queer? Peut-être surveiller plutôt les candidats qui intégrèrent nos enjeux queer dans leur campagne. Au Canada Atlantique, ce que je peux surtout retrouver, c'est des députés sortants ou des anciens députés qui ne se présenteront point à nouveau. On sait que Terre-Neuve et Labrador, il y avait Seamus O'Regan qui Oui. était très ouvertement out. Il ne se présente pas, c'est Tom Osborne qui se présente à l'élection et je n'ai rien pu trouver sur ses discours queer du tout.
La même chose avec le Nouveau-Brunswick, avec Janita Aquin, qui se présente point, qui est un allié de longue date là, de Mhm. Fredericton, mais qui ne se représente point aux élections. Je crois qu'il faut plutôt regarder à, à lesquels des candidats vont inclure les droits et les enjeux queer. Je pense que ça va être probablement la bonne chose à faire. Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures à surveiller, Roseva, dans ton coin? Est-ce qu'il y avait d'autres candidatures à surveiller dans ton coin, non? Ah oui, merci. Oui, comme tu avais mentionné, Randy Boissonneau avant était là. Malheureusement, non, il est plus, il se représente pas. Je sais pas si on avait parlé de, il y avait comme quelque chose qui s'est révélé où est-ce qu'il se présentait d'une façon. On disait qu'il y avait des relations autochtones dans sa famille. Il y a eu Oui, des il y a eu nouvelles. tout plein de controverses hein, sur ces anciennes Mhm. entreprises et il a retenu du financement comme étant en se définissant ou en étant défini parce qu'on ne sait pas si c'est lui ou sa compagnie comme étant une personne autochtone, ce qu'il n'est pas. Mhm. Ouais. Euh, Oui, c'est ouais. ça. Mais, il y a aussi, ouais, c'est ça que je veux dire sur ça. Bon, alors, on va quand même parler d'autres sujets parce que je sais que le comité franco-queer de l'Ouest a parti une campagne de sensibilisation. J'ai vu beaucoup de publications en ligne et vous avez lancé ça à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a une raison? Ben, j'imagine que c'est un peu dans le cadre des élections aussi, c'est ça? Oui, donc on voulait vraiment, notre campagne Focus Franco-Queer, c'était vraiment pour que on puisse savoir c'est quoi les partis politiques, qu'est-ce qu'ils savent sur comment ils se présentent sur les enjeux queer et spécifiquement francophones dans l'Ouest. Alors on a vraiment lancé ceci. La campagne, c'est beaucoup avant maintenant, on parle beaucoup des tarifs, des relations avec les États-Unis. C'est là qu'on voit plus la conversation qui change. Alors, malheureusement, on voit qu'il y a, à part de Mark Carney, des personnes qui n'en parlent beaucoup. C'est quelque chose qu'on, malheureusement, on parle moins, mais on a quand même reçu des retours de la partie politique verte, the Green Party. Alors, c'est ça, c'est vraiment fantastique d'être capable de voir ce que les partis politiques ont vraiment à dire sur les enjeux francophones et queer. Alors, les personnes peuvent aller sur notre site web pour Pour voir ça. Et c'est savoir où votre site web? Comment on le trouve? cfqo.ca. cfqo.ca, c'est très facile. Juste pour souligner que le co-chef du Parti vert, Jonathan Pedneau, est une personne queer, ouvertement queer. Alors, il y a au moins une des personnes qui se présente à la direction ou comme au poste de premier ministre qui est de nos communautés. De ton côté, Dan, j'aimerais que tu nous parles un peu de la mobilisation qui se fait en Atlantique. En Atlantique, il se fait une mobilisation pour l'élection, c'est certain. Il faut vraiment rester informé. Écoutez la revue Waves, écoutez surtout sur les médias sociaux Alter Acadie au Nouveau-Brunswick qui fait la promotion d'eux et qui organise des séances d'information sur les divers candidats. Je pense qu'ils ont même invité les différents candidats. Comme je dis, dans ma circonscription, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux. Il y a un post un post, oui, qui est un peu viral là, dans le moment. Euh, Oui, au sujet de cette non-réponse du candidat, et le exactement, le candidat candidat conservateur. conservateur qui Mhm. n'a pas voulu répondre, Ouais. il paraît. La circonscription que tu habites, parce que moi j'ai quand même habité longtemps en Nouvelle-Écosse, c'est ce qu'on appelle une circonscription baromètre. Elle va toujours du côté du pouvoir. Est-ce que c'est encore ça? C'est très intéressant parce que c'est la première année qu'on est Annapolis-Acadie. C'est Ah, une nouvelle circonscription. ouais. Et puis, on est en train de mettre un libéraux ancien de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse contre
un politicien de carrière, Chris d'Entremont, du côté conservateur. On est vraiment en train de pitcher un et l'autre et c'est difficile de dire quel côté que ça va aller du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Oui, c'est toujours assez serré, cette circonscription-là. C'est intéressant parce que ça change à chaque année. Du côté de l'Alberta, en fait, je sais que les sondages démontrent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 5 députés libéraux et peut-être un député néo-démocrate, notamment dans la région d'Edmonton. Là, on tombe des nues, là. Oui, je pense que c'est vraiment important que, tu sais, j'ai vu beaucoup de conversations que les gens parlent de, tu sais, le but, c'est de vraiment que les conservateurs rentrent pas. Ça serait pour les personnes queer, je pense, la pire chose. Alors vraiment, en Alberta, des fois, on voit que c'est soit les libérales ou les NPD qui rentrent. Alors, tu sais, les personnes parlent de voter stratégiquement, les personnes s'ils vont soit voter NPD ou libéraux, dépendamment c'est qui est le plus c'est qui est le plus va rentrer le plus facilement. Alors voir, je pense que c'est vraiment important c'est ça, qu'on est dans la place de penser vraiment stratégiquement. Les libéraux, NPD, c'est deux options qu'on sait que ça va être mieux que les conservateurs. Oui, Alors le vraiment. fameux ABC, Anything But Conservative, hein, c'est un petit peu Et pour avoir vécu à Edmonton, Edmonton est une ville où il y a très progressiste et qui a élu beaucoup de députés néo-démocrates, beaucoup de libéraux dans le passé, au niveau provincial et même au niveau fédéral. Alors, c'est assez intéressant. On va regarder ça avec beaucoup d'attention le 28 avril prochain. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir été là. Dan Robichaud, qui est animateur de radio, qui est activiste aussi à Clare, une municipalité pas mal francophone, presque entièrement francophone, je devrais dire, ou à peu près, au Nouvelle-Écosse. Et puis, Roseva Falk-Jenkins, qui est à Edmonton, qui est du comité franco-queer de l'Ouest. Merci à tous les deux. Bye! Bye. C'est Merci. l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Être artiste drague, ce n'est pas de tout repos. Et je ne parle pas seulement du talking ici, pour ceux qui savent ce que c'est. Sinon, bon, on va vous en parler tantôt, ou je vous suggère de faire une petite recherche en ligne. Mon invité s'appelle Hayley Well. Hein? Hayley Well, c'est son nom de drag queen, et qui commence à percer ici sur la scène montréalaise et peut-être pourra nous répondre à tous ces défis-là. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, Denis Martin. Merci beaucoup d'être là. Alors, à chaque fois que je reçois une nouvelle personne ici, je demande à cette personne quel accord et quel pronom utilises-tu? Alors, out of drag, on peut dire il, lui, OK. mais en drag, tous les pronoms. Alors, en civil, comme je fais toujours la Exact. blague, ça va être il. D'accord. Ben, parle-nous de toi. Oui, mais c'est ça, je pourrais parler de mon parcours drag, de mon parcours personnel. Out of drag, je suis un militant queer, militant depuis comme 13 ans maintenant. Oui. Donc très engagé, j'ai fait mes recherches sur l'adoption par les couples de même sexe en France. C'est toujours des sujets qui m'ont parlé. C'est aussi pour ça que finalement dans mon drag, j'essaye aussi d'être vocal sur la scène drag, sur aussi des fois des problématiques qu'on peut retrouver aussi sur la scène drag. Et en tant que drag, j'aime dire que j'ai toujours été une drag queen au final, parce que enfant, j'ai toujours incarné un personnage féminin dans le jeu. J'ai toujours fait des spectacles dans le salon devant mes parents. J'ai toujours finalement mis des spectacles donc en queen, disons. Donc je portais des fausses perruques, etc. Puis c'était vraiment comme mais toujours. C'était en France, parce que tu sais qu'on a toujours l'impression qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué. Ben, après, il y a la France, puis il y a ce qui se passait dans mon salon avec mes parents. C'est bon, ça. Mais c'est ça, mes parents, finalement, étaient quand même très ouverts, puis ils m'ont soutenu, puis ils me soutiennent toujours. Donc, j'aime dire que j'ai toujours été une drag queen. Mais officiellement, j'ai commencé donc il y a quelques années avec des amis. Puis, grosse avancée l'année dernière grâce au festival MAD. Donc, moi, j'ai eu la chance de défiler en tant que modèle féminin au festival MAD, donc un festival de mode. Puis depuis, je navigue vraiment entre mode et performance. Donc j'ai beaucoup en fait de contrats plus dans la mode en tant que mannequin féminin ou queer. Puis je m'estime très privilégié de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation dans ce milieu-là. Puis c'est un monde qui est très binaire. Puis après des performances à Montréal ou ailleurs. Donc tu me dis que tu es une personne qui est activiste ou qui est très impliquée. Je sais que tu travailles à Fierté Montréal, si je ne me trompe pas. Oui. Dans ma vie civile, c'est ça. Bon, alors, tu t'es décrit comme une drague qui fait de la performance et qui fait de la mode. Moi, j'ai remarqué, parce que c'est pas un problème, mais c'est une drag queen qui a la moustache souvent et qui est poilue.
Et qui a la moustache. Parce Ouais. qu'en fait... Mais moi, j'avais remarqué que tu n'avais pas rasé... Ah non, j'ai tout enlevé. OK. Non, j'ai tout enlevé. C'est juste la moustache. Je dirais que c'est quelque chose que j'ai gardé de ma première fois, au final. Première fois, je voulais garder la moustache, plus je pense par fainéantise. J'avais comme pas envie que dans ma vie civile, ça se voit que je m'étais rasé puis que les gens me posent des questions. J'avais gardé la moustache une première fois, puis une deuxième. Puis j'ai gardé finalement cette moustache qui m'a suivi. Après, pour moi, il y avait aussi une volonté de m'affranchir un peu des codes des normes et des codes de genre aussi. Ouais. Puis au-delà de la binarité féminin-masculin, puis d'aller chercher moi ma réponse un peu aussi physique à ce que je voulais être. Puis donc j'ai gardé la moustache. J'aime dire parce que je suis français mais aussi portugais. Puis je sais pas, en France on a un stéréotype sur les Portugais qui disent que les Portugais sont moustachus. Donc j'aime dire que voilà, je suis une vraie Portugaise. Une femme à barbe. Exact, c'est ça. Mais en fait, Conchita Wurst, que tu connais, moi, ça a été la chose qui m'avait pas fasciné, mais qui m'avait tellement plu, cette espèce de rejet des codes. Et Conchita avait très féminine, mais avec cette grosse barbe. Exact. Mais tu sais, le drag, au final, c'est quand même, à un moment donné, c'est un jeu. C'est un jeu. On joue avec les codes et les normes de genre. On joue, donc c'est vraiment un terrain de jeu qui est quand même assez libre. On peut vraiment être libre. Moi, j'aime justement, par exemple, Conchita Wurst est extrêmement... On dirait qu'elle est extrêmement féminine. Après, elle se définit aussi d'une manière féminine. Mais j'aime l'idée qu'elle avait cette barbe. Barbe, en plus, qui, je crois, était artificielle. Je pense que c'était pas sa barbe naturelle. Alors, c'est pas comme la Big Bertha et compagnie en France, pour ceux qui regardent Drag Race. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble que c'était un ajout au final. Oui. À ce moment-là. Puis je trouvais ça intéressant aussi, comment justement elle portait un message à travers son personnage, son drag. Mais parce que Conchita Wurst, c'était quelque chose... moi, je l'ai vécu en Europe, là, c'était quelque chose. En Europe, on est comme... surtout en France, on n'est pas toujours très ouvert. Puis on a besoin de s'ouvrir et puis d'évoluer sur beaucoup de représentations. Puis elle a initié quand même un mouvement intéressant. Juste parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent en France, on dit ça avec beaucoup de bienveillance. Oui. J'aime les Françaises, puis je vous aime tous. Oui, moi aussi. Alors, on parle de tous ces phénomènes drag, et ce qui est intéressant, donc toutes ces façons de faire le drag ou faire de la drag, et tout ça, ça a quand même évolué depuis 17 ans. Ça fait 17 ans, 17e saison de RuPaul's Drag Race. Ça a vraiment changé les choses, ça. Mais quand même, je dirais qu'il y a beaucoup de bons côtés, parce que finalement, ça a vraiment participé à démocratiser l'art du drag, qui était quand même un art assez méconnu ou qui se réservait, je dirais, plus, qui était un art un peu niché. Là, ça l'a vraiment démocratisé énormément. Ça a permis de donner une énorme visibilité à nos communautés. Puis, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on ne dira jamais non à plus de visibilité. Parce que derrière aussi la visibilité de l'art, il y a aussi la visibilité de beaucoup de combats. Moi, j'aime beaucoup regarder Drag Race, puis voir qu'ils abordent vraiment des sujets, puis des questions de lutte aussi qui nous concernent. Puis ça, c'est vraiment important. Tu sais, c'est vraiment important de porter ces messages sur des émissions qui sont massivement regardées. Je veux faire là, pour le coup, un petit clin d'œil à la France, mais moi, j'aime l'idée qu'en France, ça soit aussi France TV qui le diffuse. La télé nationale, oui. C'est une télé publique, au final. Puis ça, c'est un message fort aussi. C'est un message fort. Moi, je vois comme ces dernières années, comment ça a contribué à faire évoluer les luttes, mais faire évoluer aussi le phénomène. Puis ça permet vraiment à des drags de s'émanciper dans cet art, de prendre du plaisir à le faire, d'être reconnu aussi en tant qu'artiste. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés aussi de Drag Race. Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques années d'adaptation. Je te dirais qu'il y a encore des fois des petits soucis, des fois de représentation de certains drags. Parce qu'on connaît beaucoup les drag queens, finalement, grâce à Drag Race, mais il y a très peu, voire pas du tout, en fait, de représentation King, par exemple, qui est quand même la représentation Mais parce King. que RuPaul n'est pas intéressé à des drag queens à son émission, et moi, personnellement, je trouve ça dommage, parce qu'il y a tout un an, on en a invité plusieurs ici à cette émission des drag kings. Exact. Ouais. En fait, il y a vraiment une scène King qui est hyper importante, puis les revendications sont similaires, mais apportent aussi comme des autres points de vue. Finalement, quand on met très en valeur les drag queens, puis tu sais, je vais même aller plus loin, c'est un certain type de drag queen qui est représenté. On a très peu de drag alternative, on a très peu finalement de drag queer, on a très peu de gender fuck, je te dirais, comme dans Drag Race, c'est vraiment un certain type de drag qui est représenté. Ça peut laisser penser que seulement ce drag est légitime, ce qui n'est pas le cas. C'est finalement comme tout art, tous les arts sont légitimes. Puis, comme... mais moi, je vais les nommer les drags qu'on voit moins souvent. Merci. Je vais les nommer parce que moi, ça me fâche un petit peu.
Alors, la drag queen qui est grosse, une Mhm. personne grosse, on n'en voit pas souvent qui gagne. Et elle participe, Exact. mais on n'en voit pas souvent qui gagne. Bon, Drag Race aux États-Unis, il y a eu quand même plusieurs drag queens de couleur, des drag queens noires. Euh, Moi, j'avoue, puis là, je vais faire, encore une fois, je me permets comme animateur de faire certains commentaires. Moi, j'avoue que Drag Race France, je préfère Mhm. beaucoup, beaucoup à ce que je vois aux États-Unis. Je préfère aussi Drag Race Canada et Drag Race Belgique parce que je trouve que c'est beaucoup plus bienveillant. Puis il y a beaucoup plus de représentation. Même, je me rappelle, Drag Race UK, il y avait des femmes à barbe qui ont fait de la drag. Ça m'amène à parler justement de participer à ces émissions-là. Ça coûte cher. Mhm. 10, 15, 20 000 dollars Ouais. et je pense que ça va continuer à augmenter. Exact. Parce qu'il faut se... Est-ce que toi, ça t'intéresse un jour de participer à Drag Race? Je me suis questionné, puis c'est quelque chose qu'on me demande souvent. À date, pour le moment, je ne pense pas. Mais c'est bien sûr, quand on est drag, c'est un questionnement, disons quotidien, quasiment. Mais c'est vrai que l'aspect financier, par exemple, c'est quelque chose que je peux trouver un peu problématique. Des fois, on est sur... Ça comme élimine tu en tout cas dis, les personnes marginalisées. c'est comme- Là. exactement, quand tu parles de 15, 20, il y a des queens qui ont dépensé parfois jusqu'à 50 000 Ouais. dans certaines saisons. C'est quand même énorme. Il y a le côté aussi, peut-être, comme tu dis, un peu télé-réalité aussi, des fois, surtout US, hein, Ouais. qui me plaît parfois un peu moins, justement parce qu'on perd des fois de la bienveillance, parce que ça reste de la télé. Ça reste de la télé, puis des fois on perd un peu de bienveillance, on glorifie des fois un peu aussi le vilain ou la vilaine dans les saisons, puis tu sais, ça nous fait rire, on en parle sur les réseaux, mais tu sais, moi c'est un art pour moi qui est très lié à la personne. On est très vulnérable quand on est drag queen, on est très vulnérable quand on est drag king, on est très vulnérable en fait quand on fait du drag. Donc à partir du moment où on est très vulnérable, j'ai du mal un peu avec l'idée d'être exposé sur sa vulnérabilité et d'offrir aux gens la possibilité de nous critiquer ou de rire de nous, puis de rire de certaines caractéristiques, etc., de rire de notre art, parce que c'est très lié à nous. Donc moi, peut-être que je suis un peu sensible, donc je me dirais que pas tout de suite, pourquoi pas un jour, mais si je devais le faire, ça serait peut-être finalement Drag Race France, justement pour ce que tu as cité tantôt. Ah, Nikki Doll, moi, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur Mhm. pour elle parce qu'elle est vraiment bienveillante. Oui. Qui est vraiment je ne la connais pas, mais vraiment une bonne personne. On peut le voir dans sa façon de faire. Bon, toi, tu fais... Oui, j'ai vu ton portfolio, évidemment, des photos magnifiques. Merci. Et évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de mannequins féminins qui doivent t'en vouloir un peu parce que tu as la shape, hein, le corps pour faire ce genre de photos-là. Comment as-tu... t'es arrivé là-dedans un peu comme un cheveu sur la soupe, là, c'est Oui, ça? Ouais. exactement. Le milieu de la mode, je te dirais que c'est quelque chose... Tu sais, j'ai un peu l'impression des fois d'avoir pris ma revanche parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup plus jeune. J'aime toujours le milieu de la mode. J'ai fait beaucoup de casting, puis j'ai eu beaucoup de rejets, beaucoup de non en tant que modèle dit masculin. Ce qui est drôle, c'est de l'avoir retrouvé comme des années plus tard en drague. J'ai eu une proposition au Festival MAD, en fait, d'un créateur qui voulait justement amener des personnes queer sur le stage. Puis on était deux dragues, donc moi j'aime dire que c'est ma sœur drague, on a commencé le même jour, elle est française aussi, donc elle s'appelle Mia, votre amour. Mais donc on a commencé ensemble le même jour, puis on a été comme bookés tous les deux. Puis de là j'ai vraiment pris du plaisir, puis après j'ai comme eu la chance en fait d'avoir des collaborations avec des photographes, d'avoir des collaborations avec des créatrices de Montréal. Puis je sais pas si c'est de la chance du travail, mais en tout cas je travaille fort dessus. J'ai la chance d'avoir des belles collaborations avec des artistes, mais j'investis beaucoup ce milieu-là aussi. Le milieu est-il aussi accessible qu'on pense qu'il l'est? Parce qu'on a beaucoup mentionné les personnes marginalisées, les personnes donc venant de ce que je dis ici, Pandécie, donc les personnes autochtones noires et de couleur, l'équivalent de BIPOC en anglais, les femmes, les personnes non conformes, les autres horizons. C'est difficile? Oui, et je vais le dire en étant moi-même un homme blanc qui est là, qui va parler de ce sujet. Moi, je dirais, ce serait intéressant de poser ces questions déjà à ces personnes-là qui sont concernées. Je le sais, après j'observe, on a des discussions entre nous, puis je l'observe. Il y a un manque de représentativité quand même dans la scène drague, de la scène drague. On ne peut que l'observer. On a une majorité voire quasiment une exclusivité de drag queen, surtout dans le village, par exemple, de drag queen blanches, qui sont majoritairement des hommes cis aussi, sous la perruque. On a une faible représentation des femmes, on a une très faible représentation des drag kings.
on a une très faible représentation des personnes de couleur, surtout dans le village. Mais tu sais, veut pas, le village, ça reste que c'est un peu là où les touristes vont pour aller voir des shows drag. Alors, il y a une super scène alternative drag à Montréal. Il y a des personnes queer partout à Montréal. Donc oui, il y a des drag kings, oui, il y a des drag queer, oui, il y a des drags non conformes, il y a comme des drags des personnes racisées, des femmes cis, il y a des femmes trans, il y a des hommes trans. Tout le monde fait du drag. Le drag, c'est pour tout le monde. Mais il y a quand même une absence de représentativité dans les lieux, je dirais, majeurs de diffusion. Mais ça change un peu. Mais nous, à cette émission, en tout cas, on fait beaucoup d'efforts parce qu'on veut donner cette représentation aux personnes différentes. Mais j'avoue que beaucoup de ces personnes marginalisées ne viennent pas se plaindre parce que c'est pas toujours facile non plus de le faire. Puis on comprend ça. Merci d'avoir soulevé cette problématique-là. Merci d'être passé nous voir. Je vais demander, j'ai dit Eliwell, c'est comme ça que tu prononces? Oui, c'est ça. Ça vient d'où ça déjà? Alors, c'est... On a juste une minute là. OK, très rapidement. C'est le nom de famille des sœurs dans la série Charmed. C'était une série que je regardais quand j'étais enfant. C'est les sœurs Halliwell. Donc, Halliwell. Voilà, Halliwell. Merci beaucoup, Halliwell. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Cette émission-là ne se fait pas tout seul. Merci à Godéric Traub et Marie Massé à la recherche. Merci à Maurice Bolduc qui fait la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci à Canal M de nous présenter comme ça chaque semaine. À la semaine prochaine.